Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez écouté Cube à quelques reprises au cours des derniers mois, à mon émission, à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues avec, entre autres, Normand Brathwaite, qui était pas juste pas content, il était en TABAR et quelques petites lettres après, parce que il y a des vilaines personnes, on sait pas qui, on sait pas où, qui avaient usurpé son identité pour faire un faux compte où on soutirait de l'argent aux gens pour de la cyber-monnaie, enfin des espèces d'affaires absolument épouvantables. Et Normand était venu sur les ondes ici pour dénoncer ça. Ben, il est évidemment pas le seul à s'être fait usurper son identité. Ève-Marie Lortie aussi était venue sur les ondes ici. Et il y a évidemment Marie-Claude Barrette, à qui c'est arrivé aussi. Vous vous souvenez que l'année dernière, Marie-Claude avait lancé une action collective contre Meta. Elle va être avec nous dans quelques instants. Elle est déjà installée à ma droite, mais on va parler donc de son documentaire qui sort très bientôt. Mais d'abord, bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Moi, je suis très curieuse, Cybèle, de savoir parmi les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, combien ont déjà été victimes, même si c'est juste 5 $. Tu sais, ça n'a pas obligé d'être 85 000 $, mais même si c'est juste 5 $ que vous êtes déjà fait avoir avec une arnaque comme ça, on veut le savoir. Ben oui, puis dans la bande-annonce, on va écouter un extrait tantôt, mais ça 500 000 cyber-arnaqueurs dans des usines d'Asie du Sud-Est. Incroyable. Leur job, c'est de vous prendre. Ouais. Et le Canada, c'est le 2e pays au monde qui est le plus attaqué. Donc, ça se pourrait que ça vous soit arrivé aussi. Écrivez-moi studio@commercialcube.radio ou bien par texto, vous le savez, 1-877-827-2346. Écrivez-nous, même si c'est une petite anecdote, on va être là, on va prendre vos anecdotes parce que malheureusement, ça arrive à bien trop de monde. Et il n'y a pas de profil type, c'est ça de ça qu'on va parler avec Marie-Claude Barrette, animatrice, auteure, toutes sortes tu portes toutes sortes de chapeaux, mais là c'est un documentaire qui s'appelle, j'adore le titre, Marie contre Goliath, ça va être diffusé à Radio-Canada lundi prochain à 8h. Tu t'attaques à un gros morceau. Marie contre Meta, Marie contre le web, c'est beaucoup, Marie-Claude? Ben, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est parce qu'on se fait attaquer. Tu comprends? Ça part pas de rien parce que j'ai hésité avant, par exemple, de déposer une action collective. Évidemment qu'il y a 2 volets, les victimes d'usurpation et les victimes de fraude. C'est Monsieur John Vien qui représente les victimes de fraude. On est toujours en attente de la réponse si on va aller de l'avant. J'ai beaucoup hésité parce que ça fait peur, honnêtement. Tu sais, je veux dire, ce que tu dis, je trouve que je m'attaque à un gros morceau. Mais plus j'avance, plus que le jeu devient on s'attaque à un gros morceau. Tu comprends? Oui. Nous devons... Puis c'est de la légitime défense, d'une certaine façon. Tu l'attaques parce que tu as été attaqué. Absolument, j'ai été attaquée. Écoute, on est dans l'ère où on parle du consentement. Moi, comme Normand Brathwaite, que tu viens de nommer, comme des milliers à travers le monde, comme des centaines juste au Québec, on usurpe notre identité. On prend mon visage, on prend mes mots, on prend mon nom pour vendre un produit. Crédibilité, notoriété, tu sais tout ce qu'on travaille pendant des années pour aller chercher la confiance des gens en étant un bon citoyen, essayant de faire les choses correctement, essayer d'outiller les gens, et tout à coup ces gens-là, on récolte ce qu'on a semé, ils nous font confiance. Parce que là, on voit qu'ils nous font confiance, donc on usurpe notre identité avec cette confiance-là pour dire, on va servir d'elle, on va presser le citron, on va aller chercher de l'argent des gens qui lui font confiance. Et c'est épouvantable. Et c'est sans consentement et on ne sait pas
Qui fait ça? Et Meta ne veut rien dire, ne nous répond pas. Donc, Meta ne nous dit pas, oui, j'ai vendu ces fausses publicités-là à tel client. Donc, on pourrait à ce moment-là attaquer le client. Mais comme il n'y a pas de client, on attaque le diffuseur. Mais moi, je me dis, dans un système de justice tant canadien que québécois, comment ça se fait que personne défend l'usurpation d'identité? Ouais. C'est un viol. Ben, en fait, oui, c'est un viol. T'as tout à fait raison. Puis c'est un mot qui est très fort, mais qui est très juste et très approprié. Moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai vu le documentaire qui va être diffusé lundi prochain à Radio-Canada, et je suis sortie de là, puis je l'ai écrit en grosses lettres sur mes petites notes. La classe politique, hey, vous êtes où? Vous faites quoi? Oui, parce que là, tu sais, je viens de parler des victimes d'usurpation, mais pour moi, les principales victimes, c'est les victimes de fraude qui ont été arnaquées parce qu'ils nous ont fait confiance à Normand. Il y a Véronique Loutier, Eve-Marie Lortie, il y a Gino Chouinard, il y a Pierre Bruno. Écoute, il y en a. On peut en nommer vraiment beaucoup. Quand on a décidé d'aller de l'avant avec le documentaire, et le balado. Moi, je me souviens, le réalisateur Christian Lalumière, tu sais, on s'est dit, puis avec les gens de Radio-Canada, le dernier volet, ce sera les solutions. On va aller rencontrer la classe politique, puis on va nous dire, une victime, ce serait quoi le chemin qu'elle devrait prendre? On veut pas juste sonner l'alarme, on veut fermer ça. Fait que là, on a dit, bon, on va faire de la prévention. Ouais. Alors, pour moi, c'était simple. On appelait des cabinets de ministres, puis ils nous disaient, oui, on va participer. Même si ils sont pas déployés autant qu'on devrait l'être, mais au moins, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'en vient pour rassurer les citoyens. Moi, je me disais, c'est bien beau ouvrir ça, mais il faut refermer, il faut rassurer. Personne. Non, il n'y en a pas un dans ton documentaire? Personne n'a accepté l'invitation. Moi, je trouve ça, honnêtement, puis on te voit à un moment donné, on voit que tu vas sur le site de M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, puis il y en a d'autres et tout ça. M. Kerr. Oui, M. Kerr qui était à la cybersécurité. Et ils sont aux abonnés absents. Donc, moi, je veux vraiment leur dire, aujourd'hui, honte à vous, au moins, vous auriez pu répondre aux questions de Marie-Claude. Parce que moi, tu comprends, c'était pas le but, c'était pas de les mettre en boîte. Moi, le but de tout ça, c'est de dire on s'assoit ensemble, on est tous pris par surprise de la rapidité du développement de ces fraudes-là, entre autres à cause de l'intelligence artificielle. Et de l'ampleur, parce que c'est des centaines de millions de dollars. Puis pourquoi il y en a autant? C'est par exemple, si on prend le Canada, c'est la fraude où c'est le plus payant, par exemple, la crypto-monnaie, et il y a le moins de conséquences. Alors, imagine la quantité de gens qui vont s'ajouter, puis la quantité de fraudes qui vont toujours augmenter. Et en plus, Sophie, on le sait, on est dans un climat économique fragile présentement, et tout le monde l'annonce que peut-être on s'en va vers une crise économique. Ouais. Si on s'en va en crise économique, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce type de fraude-là. Dire avec 335 $ canadiens, moi, je peux faciliter votre vie. Oui. Ben, il y a plus de gens qui vont embarquer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une forme de vulnérabilité, évidemment. Oui. Parce que dans ton cas, c'est ça qui est arrivé. Donc, des malfaiteurs, des fraudeurs ont utilisé ton image pour dire, ben, si vous investissez aussi peu que 337 $, dans 12 semaines, vous allez être millionnaire. Ouais. Ben, tout le monde a envie d'être millionnaire. Donc, il y a plein de gens qui se sont fait avoir. On va écouter un petit extrait de cet excellent documentaire, vraiment très percutant, qui s'intitule Marie contre Goliath. On écoute un petit extrait du documentaire. Tu dis, là, ça va plus, là, parce qu'on se sert de moi, sans mon consentement, pour frauder des gens qui me font confiance. Vous avez cliqué sur le présumé lien que je vous proposais. Combien vous avez perdu? 87 000 que j'ai déposé en canadien. Les fraudeurs sont constamment à la recherche de victimes de toutes les manières qu'ils peuvent. Elle prenait le contrôle de ma vie, elle m'appelait n'importe quand, n'importe quelle journée. Tu voles les gens en passant par moi. Et là, l'indignation. Les tentatives. Alors, beaucoup d'informations en très peu de temps dans ça. Le monsieur qui a perdu 87 000 $, ça a amené à une dépression. Il a perdu sa blonde ou sa femme. Perdu son emploi et je veux pas trop vendre de punch, mais il a pensé au pire. Ouais. Donc, ce genre de fraude-là, on peut se dire, là, c'est pas grave, c'est juste des gens qui sont crédules, mais il y a un problème de santé mentale aussi qui vient à ça, des gens qui font des dépressions, des faillites, des suicides, des divorces. Ouais. Donc, c'est vraiment un cas de santé publique. Oui, absolument. Absolument. Et ça, tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent ça, pour ceux qui l'ont visionné jusqu'à maintenant,
que ça allume cette lumière-là. Oui. On pensait pas qu'il y avait autant de conséquences. C'est pas juste quelqu'un qui donne son numéro de carte de crédit. En fait, il y en a même pas de numéro de carte de crédit. C'est des virements en Bitcoin, là. Ça, c'est des virements, c'est-à-dire dans des guichets de Bitcoin. C'est des façons de faire assez incroyables, là, qu'ils ont pour ne jamais être traçables, hein, parce que c'est toujours l'objectif de ces fraudeurs-là. Mais moi, quand toutes les victimes avec qui j'ai parlé, parce qu'on en voit 3 dans le documentaire, mais le sentiment de s'être fait avoir volontairement, avec une notion de consentement de leur côté, ça apporte une honte qui est incroyable, une culpabilité, mais un isolement aussi. Et là, ils sont obligés de mentir pour camoufler combien ils ont perdu. Des fois, quand ils le disent, ben là, il y a une séparation qui suit. C'est énorme ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est sûr que l'état dépressif arrive parce que tu t'es fait trahir et t'as été consentant à cette trahison-là. C'est oui une perte d'argent, mais c'est un piratage psychologique. Eh ben ça commence déjà à rentrer certains témoignages. J'ai pas son nom, mais il me dit, moi, on m'a volé ma photo sur Facebook, en fait, plusieurs de mes photos, et je me suis retrouvée sur un site de rencontre. Il pense, en fait, que les gens utilisaient sa photo et le site pour s'acoquiner avec quelqu'un, par exemple, puis finalement que ceci pourrait mener à une fraude. Il y a Jonathan, qui est un entrepreneur en construction, qui nous dit, moi, mon courriel, mon cellulaire est publié partout. Je reçois des tentatives de fraude 3-4 fois par semaine, mais moi, au moins, je suis alerte. Et malgré tout, je me suis fait prendre il y a 1 mois. Il avait copié mon fournisseur, envoyé des changements de coordonnées bancaires. Bref, ça arrive. Si tu veux, je continue. Ça, c'est intéressant. Martin de Joliette nous dit, salut Sophie, moi, ma belle-mère de 84 ans se fait tellement solliciter souvent pour de la fraude qu'à son renouvellement d'assurance avec Intact, nous l'avons assuré contre les vols d'identité. Wow! Ça pourrait être une question qu'on pourrait poser aussi plus tard. Monsieur mais je trouve ça intéressant. Tard. Je sais pas si toi, tu as exploré cette avenue-là, Marc-Claude. Ben, c'est-à-dire que le vol d'identité, l'enjeu que moi j'ai connu par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas qui m'a volé mon identité. Voilà. Donc, pas de coupable. Il y a pas de coupable. Tu sais, par exemple, je pourrais pas aller en justice parce qu'il faudrait que je peux aller en action collective contre Meta, qui est le diffuseur, mais parce que Meta ne diffuse pas, ne donne pas le nom des gens. Exactement, mais je pourrais pas attaquer celui qui se sert de mon image. Mais quand on le sait, effectivement, mais on voit que, tu vois, les compagnies d'assurance ont un pas d'avance sur nos gouvernements. C'est fou. Je ne comprends pas. Pour moi, un gouvernement, c'est quelqu'un qui observe sa société et qui doit la protéger. Et ça devrait être un enjeu électoral. Ça devrait... Absolument. Présentement, on parle du Québec, mais le fédéral, il se passe rien. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi le budget qu'on accorde à la GRC pour la cybersécurité. Marie, je sais pas si tu m'as entendu. Je t'appelle Marie parce que ton vrai nom, c'est Marie-Claude, mais ton documentaire s'appelle Marie au Québec. Je pense que tu t'en vas là, Sophie, mais le budget vient de baisser en matière de cybersécurité au Québec. Oui, dans ce que il y a première étape, il y a ça, mais aussi, je viens de parler... De 23%. Oui. Alors ça, c'est terrible. Oui. Et je viens de parler avec Benoît Dutrisac tout à l'heure, la presse canadienne qui nous apprend qu'une semaine avant le déclenchement des élections, les différents partis politiques ont versé 900 000 $ en publicité à Meta. C'est incroyable. Alors, comment veux-tu que ces partis politiques-là qui sont en campagne s'en prennent à Meta? Alors que c'est leur allié en ce moment. Le Parti conservateur, à lui seul, a donné 540 000 $. Il faut qu'on soit tous en colère. Il faut qu'on soit tous en tas. Et d'ailleurs, je veux qu'on écoute un petit extrait de Normand Brathwaite sur nos ondes ici il y a quelque temps, quand lui aussi, il y avait plein de gens qui l'appelaient en disant « Coudon, comment ça se fait que je t'ai donné de l'argent pour la crypto-monnaie mais j'ai rien eu en échange? » Au début, ça me fait rire. Et là, je dois dire que je commence à être un peu en tabarnak. Bon. Un peu en tabarnak parce que si quelqu'un va à la télé et dit que j'ai dit telle chose, les gens vont douter. Mais là, maintenant, c'est rendu grave parce que c'est moi qui le dis et Guillaume Lepage. Et ça a été la même chose pour Claude Legault, pour, je pense, Nathalie Simard. Ah, Véronique, là, oui, c'est arrivé. Alors, écoute, là, tu sais, Normand, on le connaît, là. Ouais. Quand lui, il commence à utiliser ce genre de mots-là, toi, est-ce que tu étais en TABR, NACA? Mais certain. Puis, mais oui, mais c'est sûr. Tu sais, moi, quand les gens commençaient à me dire, ben là, tu vas me rembourser, là. Là, t'as beau dire, non, mais c'est pas mal, mais on t'a vu à la télé. Et là, il a fallu que je me parle, Sophie, parce que je commençais à être fâchée contre le monde. Tu comprends? Et là, je me suis dit, un instant, calme-toi, parce que ils sont des victimes, tu es une victime. L'ennemi, il est devant.
L'ennemi, c'est Meta dans ce cas-là parce qu'on sait pas. Très bien dit. Donc, il faut qu'on se protège de ne pas vouloir s'attaquer entre victimes. À un moment donné, j'étais au promenade Saint-Bruno dans un magasin. J'étais en train de payer. Il y a une dame qui m'a dit, en tout cas, tu peux bien avoir les moyens de payer avec l'argent que je t'ai donné. Et là, la honte m'a envahie. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable quand ça arrive. Et là, la dame est partie. Là, je voulais me dépêcher de dire, est-ce que je cours après? Qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, c'est pas le moment parce que là, si je me pogne avec, c'est qu'elle est victime. Bien sûr. Je peux pas m'attaquer à une victime, mais elle s'attaque à moi parce que elle, la seule personne vraie, là, tu sais, qui c'est moi, là, et j'étais traumatisée. Je me suis en allée chez moi, j'ai mis fin à mes courses, et là, je me suis dit, mais ça peut pas durer. Ouais. Et c'est à partir de là qu'à un moment donné, parce que j'étais pas sûre d'aller en action collective, je trouvais ça trop gros, je trouvais ça épouvantable, porter une action collective. Je me sentais comme Erin Brockovich. Tu sais, ce film-là m'a tellement marqué, mais je me suis dit, c'est comme une grosse bataille, tu sais. C'était l'image qui me venait. Je dis, j'ai rien d'Erin Brockovich. Et finalement, à force de lire ces messages-là, ces détresses psychologiques-là, je me suis dit, bon, ben le seul espoir que je peux donner aux victimes, c'est l'action collective. Ouais. C'est très touchant dans le documentaire parce qu'à un moment donné, tu dis, ben, on le sait à quel point les gens t'adorent, les gens t'apprécient, les gens, le rôle que tu as joué, que tu continues à jouer dans le cœur des gens. Puis tu dis, quand je commence à recevoir des courriels de bêtises, je suis pris au dépourvu parce que complètement. C'est la première fois de toute ta carrière. Oui. T'as toujours eu un courant d'empathie et de sympathie. C'est la première fois qu'il y a des gens qui t'envoient des bêtises. Mais là, qui m'attaquent sur quelque chose qui est faux. Que t'as pas fait. J'ai jamais fait, puis non, mais je t'ai vu, tu l'as dit. Tu sais, ce ton-là, avec des sacres, avec des bonhommes enragés, avec tout ça. Puis là, t'es là, non, ça n'a jamais existé, mais ils sont convaincus parce que tellement le script, frustrant. Comme j'étais vraiment, tout le monde en parle, cette date-là, et avec le script qui les, c'est comme si le cerveau... Parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour te faire dire des choses que tu n'avais pas dit. Mais en fait, c'est juste écrit, mais j'ai vraiment été à la télé. Fait que le cerveau, à un moment donné, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Et c'est un gros défi. Ce documentaire-là, là, c'est pas une mode. C'est pas la tendance 2025. Moi, je pense que c'est mon fils, quand il a vu le documentaire, il dit, maman, c'est le début d'un temps nouveau. Parce que c'est pas dans le sens sympathique de Stéphane Venn. Non, mais dans le sens que ce sera ça le reste de notre vie, le vrai du faux. Puis dis ce que tu as fait comme documentaire, ça c'est un sonneur d'alarme, mais il va falloir que ça réveille bien du monde, puis ça va prendre encore plus gros que ça pour réveiller tout le monde. Absolument. Et mais je me demandais en vous écoutant, puis je me suis dit, est-ce qu'en même temps c'est pas la manière ultime pour toi, Marie-Claude, de recoller ta réputation, d'aller là devant tout le monde puis de dire, hey, regardez, voici ce qui m'est arrivé. Mais c'est sûr de se positionner de cette façon-là puis de permettre à toutes les victimes d'usurpation d'identité de dire, on est écœurés, là. Là, faut arrêter de penser que c'est nous. Faut dire à Meta, parce qu'il y a des pays qui ont confronté Meta, mais je parle pas des individus, je parle des États. Et Meta a réduit sa quantité de publicité. Ça commence à faire une différence. C'est l'Australie et le Royaume-Uni. Alors, pourquoi ici, on peut pas... Pourquoi on fuit ici quand on pose des questions à certains ministres? Marie-Claude, on va prendre une petite pause. Oui. Il y a M. Waterhouse qui va être avec nous après. Est-ce que je sais que tu as un agenda là, mais de je vais politicienne? Rester. Tu restes avec nous? Absolument. Parfait. On prend juste une petite pause, puis après, on continue ça. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, on le rejoint à Tel Aviv, Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Bonjour, Monsieur Waterhouse. Bonjour Sophie, bonjour Marie-Claude. Bonjour Steve. Merci, malgré le décalage horaire et tout ça, d'être avec nous. C'est important que vous soyez avec nous, Monsieur Waterhouse, parce que vous êtes, donc, Marie-Claude a fait ce documentaire-là, documentaire télé, mais il y a aussi un balado. Et dans la dernière section du balado, vous êtes interviewé parce que on se questionne évidemment comment on fait pour prévenir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau de la cyberfraude? C'est prendre connaissance des mécanismes chacune des plateformes qui sont complexes dans certains cas. Une plateforme comme Meta, je veux dire, ils ont des produits différents. Tu sais, ils ont Instagram, ils ont Facebook, ils ont WhatsApp. Ils ont voulu intégrer aussi la façon d'avoir un mot de passe et un nom d'usager pour accéder à toutes ces plateformes-là. Mais quand il y en a une qui est compromise, c'est là que ça dérape. Et les gens, à ce moment-là, ils ont compris juste une partie du mécanisme, mais ils n'ont pas paramétré souvent
la sécurité de récupération des comptes. Enfin, j'en ai des amis récemment là, qui ont tombé dans le panneau aussi, puis le compte va devenir inaccessible. Là. Je crois pas qu'il y ait une récupération possible. Mais tout ça pour dire, il y a eu des avancées quand même dans les 10 dernières années, mais pas assez pour faire en sorte que oui, il y a eu des avancées pour faire en sorte que les gens comprennent un peu mieux le deuxième facteur d'authentification, juste pour nommer celui-là. Donc, c'est le fameux code à 6 chiffres qui arrive soit par courriel, soit dans une application prédéterminée. Et après coup, donc, ça ralentit les ardeurs des pirates, des fraudeurs. Mais je suis d'accord avec Marie-Claude sur le point que nos gouvernances font fi. J'aime dire qu'ils ont fait de la prévention passive. C'est-à-dire, ils ont écrit les meilleures pratiques sur le site web, ils ont sacré là, puis allez voir si ça vous tente, là, comme ça, vous allez être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors qu'ils auraient dû faire de la prévention active. Et parce que je vous écoute, Monsieur Waterhouse, puis vous me parlez d'affaires, de paramètres, puis de ci, puis de ça. Moi, je suis un peu une technouille. Je sais pas, toi, Marie-Claude, si t'étais très... moi, j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai eu d'autres problèmes, mais j'ai pas eu le choix de tout activer ça. D'ailleurs, Steve m'a aidé il y a quelques années où on est rentré dans ma boîte courriel et Steve m'a dit, Marie-Claude, il y a quelqu'un dans ta maison, maintenant, il faut se dépêcher à fermer les portes. À ce point-là, c'est ça l'image. Mais ça, c'est très fort. Mais toi, Marie-Claude, t'as eu le contact avec M. Waterhouse. Oui, j'ai cette chance-là. J'animais une émission, j'ai rencontré les meilleurs. Là. Ben oui, mais là, je me dis, monsieur et madame tout le monde, là, excuse-moi, mais qui nous écoutent en ce moment, puis les personnes plus âgées, là, ils doivent capoter en ce moment. Mais je voulais intervenir tout de suite parce que c'est en plein dans ce que vous dites. On dit, bon, tu sais, technouille, les gens qui se connaissent pas. Ben là, on a Mario qui nous écrit, qui lui Et c'est pas Mario Dumont, là, c'est un autre Mario. C'est pas le nom de famille, mais j'en doute bien. Je vais vous lire, c'est un tout petit peu long, mais il dit, moi, je me suis fait prendre avec l'annonce de Norman Brathwaite. J'ai investi 350 $. On m'avait dit que je ferais beaucoup d'argent. Finalement, j'ai perdu 15 000 $. Alors, c'est des gens qui m'ont volé de l'argent et ils ont réussi. Et moi, je suis une personne qui est en technologie. Je suis informée. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment les ordinateurs peuvent être impliqués et je me suis quand même fait avoir. Et maintenant, il y a personne pour m'aider. Le fournisseur de cellulaire, ma banque, la police. Donc voilà, il est pris là-dedans et c'est vraiment contre Goliath. C'est ce qu'il nous dit. Mais aussi. ça, c'est vraiment le profil type, le chemin type, c'est qu'après, t'es toute seule. Puis si t'as des problèmes psychologiques, t'es toute seule. Si t'as des problèmes financiers, t'es toute seule. Et c'est pas tous les services de la SQ qui prennent les plaintes, même s'ils devraient le faire. Je pense qu'ils sont pas tous équipés pour le faire. Ève-Marie Lortie, elle est allée à la police de Québec. Ils ont enquêté pendant 1 an. Au bout d'1 an, ils lui ont dit, c'est un monstre sur le web, mais on peut rien faire pour t'aider, ma belle. On ferme le dossier. Donc, c'est extrêmement frustrant. Monsieur Waterhouse, mettons qu'on veut parler à tous les gens qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent à Cube. Le meilleur conseil. Est-ce qu'on ferme tous nos comptes Facebook? Parce que il y a plein de gens, leur métier, ils n'ont pas le choix, c'est leur lien avec leurs petits-enfants, leur famille. Est-ce qu'on doit tous fermer tous nos comptes puis comme s'isoler socialement? Non, Sophie, il faut vraiment juste prendre connaissance. Quels sont les mécanismes? Parce que les grandes compagnies, puis j'espère, Marie-Claude, tu vas avoir un retour positif de la part de Meta, mais les grandes compagnies, comme Meta et les autres plateformes, vont se défendre en disant, regardez, nous autres, ça je dis qu'il y a eu des améliorations, ils vont se défendre en disant, on a mis les procédures de comment faire, c'est à l'usager de faire son bout de chemin. Mais la façon que c'est publicisé, comme vous mentionniez tantôt, c'est tel que ça arrive, puis c'est du contenu qui est pas modéré, mettons ça. Alors, c'est de cette manière que les gens tombent dans le panneau, croient que ça vient d'une source fiable, mais c'est là, il faut ramener en avant-plan et rappeler aux gens comme quoi que tout ce qui se projette, qu'est-ce qui se promène sur Internet, là, c'est pas nécessairement la vérité, là. Ouais, mais en même temps, je me rappelle quand une des entrevues que j'avais faites avec Norman Brathwaite, où il me disait, Sophie, le nombre d'entrevues qu'il a donné Normand pour dire aux gens, je ne suis pas dans la crypto-monnaie. Tu sais, ça faisait la une du Journal de Montréal, comprends-tu? Il y avait des articles, il y avait des reportages à TVA, puis tout ça. Puis il y a encore, quand même, malgré tout, des gens qui continuent. Moi, je pense. C'est frustrant. Moi, je pensais qu'avoir été dans les médias, avoir été dans la police, avoir dénoncé sur mes plateformes, non. Non, mais tu sais, il faut comprendre que c'est pas faut pas se demander c'est quoi le profil. Il faut se demander comment la personne est. Imagine, t'es sur
ton ordinateur, ta tablette, t'es un samedi soir chez vous, t'es toute seule. Et là, tu prends les nouvelles de ta famille, t'écris. À un moment donné, tu vois quelqu'un que t'aimes, Sophie Durocher qui arrive. Puis là, Sophie Durocher est allée à Tout le monde en parle, puis voici ce qu'elle dit. Puis là, ils ont coupé ça parce qu'elle veut aider c'est pas vrai qu'elle va vivre ça toute seule. Elle veut aider tous ceux qui travaillent fort à faire 20 fois plus d'argent avec 335 $. Tu cliques sur le lien. Tu comprends? T'es partout dans ça a l'air facile. Mais t'es dans un lieu de confiance. Facebook, là, c'est un réseau social de confiance. Mais il faudrait pas que ce soit ça, Marie. Mais c'est parce qu'on échange avec nos familles, nos amis, tu comprends? Mais c'est comme ça qu'on se fait prendre. Ici, par exemple, t'es dans une grande période de vulnérabilité. T'as plus besoin d'argent. Tu viens de vivre un divorce, t'as une maladie, t'es seul chez toi. Je te dis, faut arrêter de chercher un profil. Faut comprendre qu'il y a des moments où c'est plus facile. Comme la personne qui a perdu 15 000 $. Il y a des moments où c'est plus facile de perdre, de céder. Il y a un point très intéressant parce que dans le documentaire de Marie-Claude, on identifie 3 grands pôles de vulnérabilité. Les gens veulent être plus riches, donc si on leur promet de devenir millionnaires, ils sont vulnérables. Les gens veulent être plus minces, donc si on leur promet un remède miracle, ils vont donner plein de fric. Et ils veulent être plus jeunes, donc si on leur promet une crème pour les rajeunir. Donc, c'est ce que vous remarquez aussi, Monsieur Waterhouse, argent, minceur, jeunesse, les 3 déclics qui mènent à une fraude? Oui, je peux le résumer en étant les rêves ultimes, disons, là, pour que les gens puissent accéder à un meilleur de lendemain. C'est là que, comme disait Marie-Claude un peu, je dis toujours que la victime typique va faire en sorte que lorsqu'elle arrive à la fin de la semaine, un vendredi, 5 heures, se débouche une bouteille de vin, prend son vin tranquille, et là, la personne rentre dans sa bulle et va sur Internet, puis elle pense pas que personne va venir la voir, là, et parce qu'elle est dans son appartement, elle est dans sa maison, et elle est physiquement en confiance où elle est. Et l'environnement électronique, Meta, encore une fois, peu importe la plateforme, ben c'est là que c'est mondial. Et eux, les malfaisants, le savent, comment aller hameçonner les gens. Et il y a des campagnes qui sont vraiment timées là, sur, justement, la fin de la semaine, certains jours fériés. Oui, il y a un paquet de paramètres comme ça, Sophie, qui fait en sorte que les gens sont à leur vulnérables, le plus vulnérable, c'est ça, on va dire, pour après ça, tomber dans le panneau, là, malheureusement. Et on est ciblés, tu sais, même si Normand Bratoit et moi, c'est la même fraude, ça veut pas dire qu'on est arrivé sur les mêmes comptes des mêmes personnes. Absolument. C'est qui est plus susceptible de flancher face à Normand Bratoit et face à... Tu comprends? Ouais. En plus, ils ont toutes nos données paramétriques Facebook, donc ils cochent des cases pour satisfaire le client. C'est extrêmement inquiétant. Marie-Claude, je te remercie. Je te remercie d'abord, c'est important de mentionner, donc, la demande d'action collective a été reçue par un juge en février. On va avoir la réponse d'ici septembre de cette année, à savoir si ça va de l'avant. Et moi, je rêve du moment où on va voir au Palais de justice de Montréal Marie-Claude Barrette, Véronique Cloutier, Guy Lepage, Richard Martineau, parce qu'il a aussi été... Normand Brathwaite, Pierre Bruno. Normand Brathwaite. Écoute, prends le bottin de l'UDA, fais-le défiler au Palais de justice. Cette image-là, j'en ai des frissons. Pour combattre Goliath et combattre le web, ça va être un grand moment. Et tout ça, ça va être grâce à toi, Marie. Il y a plein d'autres mondes et toutes ces victimes qui m'ont écrit, qui m'ont donné qui m'ont gonflé de conviction. C'est d'abord et en fait c'est pour les victimes. Absolument. Mais là c'est là qu'on reconnaît ton grand cœur. Je te vois émue, Marie. On te connaît. On sait à quel point t'aimes les gens et à quel point les gens t'aiment. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour tout ce travail-là. Au plaisir de se retrouver bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Waterhouse, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Et merci à tous les gens qui nous ont écrit aussi. C'est très important d'en parler. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. C'est comme un cliché, on prend l'avion, la nourriture dans l'avion, c'est comme de la bouillie pour les chats. Comme du Paris pâté qu'on prend dessus avec des petits toasts de pain. Non, mais c'est vrai, c'est ça le cliché, mais de plus en plus, c'est vraiment une tendance que les repas soient de plus en plus alléchants. On va en parler avec Thierry Darès, qui est consultant en gastronomie et alimentation. Thierry, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Dès que j'ai vu
cette nouvelle-là qui est sortie tout récemment. Les passagers de la classe signature d'Air Canada s'envolant vers le Japon pourront goûter à la cuisine kaiseki du chef étoilé Masaki Hashimoto, établi à Toronto. Je me suis dit, aïe, 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 on est dans une autre ligue. Donc, il faut à un moment donné que les compagnies d'aviation se démarquent parce qu'ils ne peuvent pas nous vendre la cochonnerie, là, des sandwichs froids. Là. Mais, ça ne peut plus être ça. La tendance pour les classes spécifiques, je veux dire les classes business class, les classes affaires, les premières classes, etc., ont toujours eu... toujours été rattaché à un chef connu, étoilé Michelin, etc., que ce soit pour Air France, Air Canada ou autre. Il y avait toujours ce souci de se démarquer parce que les prix des billets sont très onéreux. Donc on va quand même donner de la qualité. C'est pareil pour les vins, c'est pareil pour le champagne. On t'accueille tout de suite déjà avec un verre de champagne, les repas qui sont appropriés et tout. Et donc il y avait déjà cette tendance-là. Ce qui a changé dans les dernières années, et on l'a vu nous ici au Québec avec des chefs qui sont locaux, comme tu viens de dire aussi pour le chef de Toronto, Daniel Vézina, par exemple, avec Air Transat dans le temps. Voilà, exactement. Actuellement, il y a Olivier Perret du Renoir, du Sofitel, qui travaille avec Air France aussi depuis quelques années. Jérôme Ferrer avec Air Canada aussi. Donc, chacun a des spécificités. Mais la tendance, elle est là. C'est-à-dire que des chefs connus, locaux, qui vont travailler justement avec cette image de restaurant de qualité pour offrir des prestations et des services pour les voyageurs qui ont les moyens. Qui ont les moyens. Mais pareil, toi, par exemple, Jérôme Ferrer, qui travaille pour Air Canada, fait les classes économiques, fait les classes premium et quelques plats principaux pour les classes business ou affaires ou première classe. Mais quand même, on essaye aussi d'améliorer le quotidien de vie des gens, sachant quand même qu'il y a des budgets restreints. C'est très très lourd pour une compagnie aérienne de préparer les repas. Il y a une gestion de l'organigramme de livraison des entreprises qui vont fabriquer les recettes des chefs, etc., et les livrer, avec surtout un contrôle sanitaire extrêmement strict, qui est vraiment, on ne pense pas, tu sais, nous on mange, mais t'imagines, toi, qu'il y a 400 personnes dans l'avion qui tombent malades parce que il y a une intoxication alimentaire, c'est terrible. Donc il y a un souci de qualité, il y a un souci de protection. Il faut pas boucher les toilettes, tout le monde en même temps. Oh mon Dieu. J'ai comme une image là, d'un avion rempli de gens avec les petits sacs de... Ça va surpasser le poids nécessaire, là, ça va être dangereux. Tu sais, moi, je dis toujours dans les avions, j'ai deux stress, c'est les turbulences et les flatulences. Là, tu vois ce que je veux dire? Oh! Je pense qu'on a le titre de notre segment. Thierry Darès, 2 points. J'ai peur des turbulences et des flatulences. Mais t'es Cyrano de Bergerac, c'est fabuleux comme formule. Je le fais pour la blague, mais c'est vrai que... Mais c'est sûr qu'il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation qualitative des compagnies aériennes, mais en même temps, nous, je trouve aussi qu'en tant que client, en tant que voyageur, on a des fois des exigences sur un billet d'avion que t'as pas payé cher, tu fais 1 heure et demie de vol, et puis tout de suite, tu penses que tu serais dans un 3 étoiles. Je pense qu'il y a une déraisonnable aussi, quand même, qui est terrible pour ça. Faut faire attention. C'est ça, il faut continuer à être raisonnable. Moi, la question que je me pose, c'est, mettons, on nous annonce, là, le chef étoilé quand on vole vers le Japon, ou, des gens qu'on adore, Jérôme Ferrer et tout. Tu sais, mettons que toi, t'es un grand chef, OK, tu prépares tes trucs et tout ça. Mais on s'entend que, de toute façon, une fois que c'est rendu dans l'avion, là, c'est une espèce d'affaire en cellophane que tu sais, c'est réchauffé. Ils réchauffent 92 plats de petits poulets, comprends-tu, en même temps. Là, t'arrives ça, là, tu manges ça dans ta petite table comme ça, là. C'est pas une expérience gastronomique. T'as beau te forcer, ça reste quand même de la bouffe d'avion, là. Oui, puis en même temps, je veux dire, encore une fois, c'est comme tu le dis, c'est réchauffé. Donc, je veux dire que le cahier des charges qui est donné à un chef étoilé pour arriver à rentrer dans les cases de la préparation et de la standardisation, c'est très, très, très lourd, là. Donc, le chef va offrir, entre guillemets, à la compagnie qui va préparer les repas sous son nom et sous son étiquette, une liste incroyable de choses qui doivent pas faire partie des ingrédients ou de la cuisson, des préparations comme ça. Et c'est pour ça que ça limite énormément l'expérience. On la retrouve un petit peu plus quand même au niveau des premières classes ou des business class. Parce qu'il y a des vraies assiettes, des vrais verres en verre. Souvent, c'est le foie gras en entrée, donc là, il n'y a pas trop de préparation à l'avance, etc. On voit que t'as pris souvent la première classe. Tu connais ça mieux que nous, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Non, mais comme
comme tout le monde, j'ai aussi ouvert le petit papier aluminium qui sentait le poivron bouilli et puis le brocoli trop cuit. Là, j'ai comme tout le monde, j'ai vécu ça aussi. T'es généreux. Moi, des fois, je trouve que des fois, tu penses qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans l'avion, mais non, c'est juste quelqu'un qui a ouvert son lunch ou qui. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Sophie. C'est les flatulences. C'est compliqué en plus pour les chefs parce que donc il faut tenir compte, comme tu dis, du cahier de charge. Il faut tenir compte des allergies parce que Cybèle, elle est allergique à 92 000 affaires. Bah là, les arachides, noix, amandes, non, mais mettons exemple. que tu prends l'avion puis la personne à côté de toi, elle mange du poulet aux arachides, ben tu risques d'avoir une réaction. C'est très personnel à chaque personne allergique. Moi, non, mais ça pourrait être ça. Pourrait être. Donc, c'est certain. Donc, c'est ça, mais il y a des gens qui, en effet, mettons Cybèle au carré ou au cube, ben, tu sais, ça pourrait. Alors, c'est pas évident non plus, là, de faire de la gastronomie quand tu peux juste utiliser du poisson bouilli puis des légumes trop cuits. C'est ça, les contraintes sont énormes. Par exemple, il y a ce que font les chefs et surtout les compagnies aériennes qui ont aussi, eux, des chefs, entre guillemets, pour faire des recherches, pour créer des recettes. Ils vont y aller par élimination. Donc, quels sont les plus grands allergènes? Bon, alors, les noix, etc., les arachides et tout ça. Ensuite de ça, c'est souvent les poissons et les fruits de mer. Donc, quelqu'un qui voudrait faire une sauce au coulis de homard, ben, les gens vont pas le choisir. Non. Donc, tout le monde va se retenir le poulet, toi, par exemple, poulet, poisson et puis pâte. Tu sais, c'est les trois trucs standardisés. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent juste vendre ça, c'est parce que la majorité des gens vont choisir ces plats-là. Et il arrive aussi à l'occasion, voilà, toi, Sophie, poisson, poulet ou pâte, tu choisis quoi? Moi, je vais me prendre quelque chose à l'aéroport. Moi, je prends quelque chose à l'aéroport. Un sandwich aux œufs. Et je m'apporte un truc par moi-même. Oui. Sauf quand je voyage avec Air Transat, parce que moi, je boycotte Air Canada à cause du français. Mais sur Air Transat... Le message est passé. Non, mais sérieusement, sur Air Transat, ils ont un sandwich de... C'est pas roast beef, c'est tu sais, c'est comme en tout cas, c'est comme un smoke meat. Non, je déconne. C'est un sandwich au smoke meat. D'ailleurs, je salue les gens d'Air Transat. Bien fumé. Il est bon. Bravo, bon ça tu vois là. Puis en plus, on a une espèce de reconnaissance sur un produit qu'on connaît bien ici à Montréal, etc. Donc non, ça c'est bien. Mais comme je te dis, les gens vont prendre soit le poulet, le poisson ou la viande, ou les pâtes. Mais voilà. Puis des fois, il manque 25 repas. Hein, ils se sont trompés. Puis dans le décompte, puis il y a 25 repas. Alors là, ils te proposent de l'alcool pendant tout le vol gratuit. Oh, mais ça, j'aime ça. Et il y en a qui arrivent pactés à leur destination. Ben oui, puis on voit ce que ça donne quand les gens. Non, mais pour conclure, il y a aussi beaucoup d'incivilité. On le remarque, il y a énormément de vidéos qui circulent dans les médias sociaux où les gens se comportent mal. Alors, s'il vous plaît, comportez-vous bien avec les agents de bord. Puis soyez heureux du repas, parce que ça fait de la peine à Thierry Darès qui aime pas les flatulences. Mais on est enfermé dans un petit local, hein, donc faut y penser. Ouais, c'est ça. Ça, puis les gens qui se lavent pas en dessous des bras. Ah oui, tout à fait. Alors, mais il y a toujours la douche française. Tu sais ce que c'est? C'est de se mettre un petit peu de Chanel numéro 5. Ça s'appelle une douche française. Merci beaucoup, Thierry Darès. Toujours Sophie, un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Si jamais ça vous tente d'écrire un livre où vous parlez de votre vie à vous et de la vie de votre famille, faites attention parce que Jean-Philippe Plot, l'auteur de Rue du Plessis, qui est un des livres qui s'est beaucoup, beaucoup vendu en 2024 selon Gaspard, ben, il est poursuivi par une dizaine de membres de sa famille. C'est ce que nous apprenait la presse cette semaine. Ça t'inspire quoi, Rémi Villemur? De ne pas écrire sur ta famille. Toutes sortes de sentiments assez contradictoires, je t'avoue, parce que mon premier réflexe quand des choses comme ça arrivent, au Québec ou alors dans le monde francophone, c'est de me dire, est-ce qu'on a un rapport qui est sain à la littérature? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce que c'est qu'un roman? Et là, tu sais, ce matin, je t'ai écrit ça, je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on en parle de ça. Puis j'ai fait une petite recherche dans mes souvenirs pour me rendre compte que dans les 2 dernières années, des scandales comme ça, il y en a eu en France, il y en a eu dans le monde arabe également. Écoute, en France, Kamel Daoud avec Ouris. Il y a eu Emmanuel Carrère avec Yoga. Avec sa femme, son ex-conjointe, pardon. Je pense que ce serait injuste de dire que ce n'est qu'au Québec qu'on n'est pas capable de comprendre ce que c'est qu'un livre, parce que ça arrive partout. Ça arrive avec Christine Angot en France aussi. Bon, il y a eu Yann Moix également. Donc, les Français, si ça arrive en France, ça va arriver au Québec également. Et donc, je pense qu'il n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est vraiment de se dire, on prend cet auteur-là qui a écrit un livre qui s'est vendu
vendu énormément. Écoute, un livre qui s'est rangé, là, qui a réussi à se qualifier dans le palmarès Gaspard, dont on a parlé vendredi dernier. Oui. On parle de dizaines de milliers de ventes là, de livres. Lui, il dit qu'il va dans les salons du livre. Tout le monde va le voir. Des gens de 18 ans comme des gens de 88 ans. Et là, lui, il se dit, je comprends pas. Je comprends pas la poursuite parce que j'ai voulu leur rendre un hommage. Au début de son livre, regarde ce qu'il dit. Il écrit « Mon objectif est ainsi de sauver de l'oubli ces personnes et leur existence. » Et là, tu te dis, ben, c'est noble. Que c'est noble de vouloir faire ça. Par contre, petit détail, leur as-tu demandé leur consentement? Parce que il l'a même lui-même dit, là, il change pas les noms. Il y a juste un nom de personnage dans toute l'histoire qui a changé de nom parce que c'est pas une personne de sa famille, c'est quelqu'un qui l'avait très clairement identifié et qu'on pouvait reconnaître à Drummondville. Et la personne, elle a dit, ouais, non, je suis pas très à l'aise. Mais tout le reste, ce sont les noms des vraies personnes. Des vraies personnes. Et en fait, mais on peut poser la question aussi, si c'est un roman, donc on fait appel à l'imagination. Si tu parles de gens qui ont vraiment existé et qui existent encore et que tu les nommes par leur prénom, est-ce qu'on peut vraiment encore qualifier ça de roman? Est-ce que c'est pas plutôt un essai, un témoignage, un récit? C'est plus du tout la même chose, là. Non, puis c'est lui qui est responsable de l'ambiguïté parce que lui-même, il dit c'est un roman, entre parenthèses, mettons. Okay. Puis il dit c'est une espèce d'enquête sociologique. Il dit ma sociologie. Donc déjà là, il y a comme une contradiction. N'importe quel professeur de sociologie lui dirait mauvais élève. Tu peux pas faire ma sociologie. Tu peux faire ta psychiatrie par contre ou ta thérapie, mais tu peux pas faire ta sociologie. Tu fais la sociologie. C'est-à-dire que la sociologie, si on pense que c'est une science, même si c'est une science humaine, une science un peu molle, mais une science quand même, il y a des paramètres qui font en sorte que tu peux pas l'adapter selon. C'est pas la géométrie variable cette affaire-là. Moi, je fais juste poser une petite question. OK, tu viens de le dire, Gaspard, donc qui est le palmarès des livres le plus vendus pendant l'année, nous dit qu'en effet, il fait partie des meilleurs vendeurs. Si le livre de M. Plot s'était vendu à 10 exemplaires, est-ce que des membres de sa famille l'auraient poursuivi? Je tiens à préciser, ni son père ni sa mère ne sont dans la poursuite. Là, c'est des cousins, des oncles, des tantes, tout ça. Ben écoute, c'est une très bonne question. Est-ce que la question se pose? Ben oui. Pardon? C'est la pas du gain. Moi aussi, je me pose parce qu'ils poursuivent pour 700 000 $. Donc, je nie pas. Puis, tu sais, la justice va suivre son cours parce que c'est des gens qui disent on a été diffamés. Mais est-ce que si c'était un roman qui les diffamait, mais qu'il y avait 3 personnes qui l'avaient lu, est-ce qu'ils se considéraient diffamés? Probablement pas. Mais en même temps, j'ai envie de te répondre, puisque le livre s'est vendu, il y a un effet et il y a des contre-coups. Écoute, on va donner un exemple clair. Il y a quelqu'un parmi les poursuivants, c'est un cousin. Lui, il a échangé avec Jean-Philippe Plot, avec l'auteur, par Messenger. Ils se sont écrits. Et lui, l'auteur, donc ça c'est dans la poursuite du cousin, il dit, il a pris la discussion, il l'a mise dans le livre, sans mon consentement, et il y a des gens à mon bureau qui m'ont reconnu en lisant le livre. Donc si c'est pas juste le cousin qui se reconnaît, c'est les collègues du cousin qui reconnaissent le cousin qui s'est fait blâmer par son employeur. Donc tu te dis, tabarnouche. Mais ça, c'est légal. Ben, on va le vérifier, on va s'en rendre compte. La justice va nous dire. Je me demande, est-ce que la poursuite est recevable? Parce qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est le grand-père qui est mort. Et dans le livre, Monsieur Plot dit qu'il était alcoolique. Et là, dans la poursuite, on dit, ben, c'est pas vrai, il était pas alcoolique. Le seul problème, c'est que tu peux pas vraiment poursuivre. Quelqu'un qui est mort ne peut pas poursuivre. Puis en même temps, le gars, il est mort. Est-ce que c'est si grave que ça? Puis l'alcoolisme, c'est une maladie. Est-ce que ce serait grave s'il avait dit qu'il était diabétique alors qu'il ne l'est pas? Donc, ça veut dire que les héritiers présument que de dire de quelqu'un qu'il est alcoolique, c'est forcément péjoratif. Ben, je veux dire, c'est une maladie, là. Éric Lapointe, c'est un alcoolique et il le dit lui-même. Il y a pas une question de point de vue. Là. Moi, je bois 25 bières par jour et je ne suis pas un alcoolique. Tu bois 25 bières par jour? Ben là, m'excuse, là, on a un problème, Rémi Villemur. Non, mais c'est parce que c'est ça un peu ça dépend. Si tu les bois après ta chronique à Cube, c'est correct. 12 avant, 13 après. Mais non, mais ce qui est intéressant, Sophie, c'est que c'est un livre, rappelons quand même de quoi ça parle, c'est un livre sur les transfuges de classe. Donc, l'auteur vient de Drummondville et il est le premier de sa génération à avoir entrepris des études universitaires. Et lui, il dit, ça s'appelle être un transfuge de classe, de passer donc d'une classe populaire à une classe. Et il le nommera pas, évidemment, il la nommera pas cette classe-là, mais qu'entend-il par classe? Il entend la classe bourgeoise, évidemment, c'est ça. Lui, il travaille à Radio-Canada maintenant, il a travaillé avec Serge Bouchard, il a un micro à Radio-Canada. Et moi, je trouve ça absurde comme tournure des événements, puisque
Lui, il dit, j'ai voulu rendre hommage à ma famille, à mes proches. J'ai voulu les sauver. C'est ce qu'il dit. J'ai voulu leur permettre d'exister. Ouais, mais eux, ça leur tentait pas. D'exister. Ça leur tentait pas d'exister dans ton livre. Donc, oui, mais en même temps, regarde, là, on a tous notre vie. On a juste notre vie. Moi, là, mettons que je vis quelque chose, là, puis j'ai le goût de le raconter dans un livre. Quand bien même ça implique d'autres mondes, j'ai toujours bien le droit de raconter ma motadine d'histoire à moi. Je sais pas si vous avez le temps de répondre à ça, mais quelqu'un nous demande si il dit que la chronique est intéressante et avec quoi penser du roman de Stéphane Rousseau qui parle de sa famille aussi. Je sais pas si vous savez à quoi il fait référence. Oui, tout à fait. Ben c'est le même enjeu. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il les traite d'alcooliques ou qu'il dit qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas été fins avec les autochtones? Parce que c'est un petit peu ça, là. Oui, un petit peu. Il faudrait vérifier. En effet, ça s'appelle la famille royale, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un cas très spécifique, le cas de Jean-Philippe Laut, parce qu'il ne change pas les noms. C'est une pratique qui est pas courante. Là, généralement, on change le nom puis on s'en lave les mains comme ça. J'écoutais en m'en venant, Sophie, une causerie. Il a animé une conférence il y a 1 an dans un cégep puis il disait, tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup de précautions pour pas me faire poursuivre. C'est drôle, ça. C'est sacrément. Ouais. Ça s'en vient, les poursuites, mon ami, ça s'en vient. Mais moi, ce dont j'ai peur, excusez-moi la faute, ce dont j'ai peur, c'est l'effet dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui auraient envie, justement, de raconter des histoires sur leur vécu, puis qui voient ça, puis qui disent, hey boy, soit j'écrirai pas le livre, ou je nommerai personne, ou je vais inventer, ou je vais changer les prénoms. Merci beaucoup, Rémi Villemur, très intéressant. Merci beaucoup, Madame Olivier. Et toi? Ben oui, je me ferai pas prendre 2 fois. Ouais, et merci à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup à vous d'être là et comme je le dis tout le temps, merci de rire à nos folies. Ben oui. On adore ça, puis on a déjà hâte à demain. Kid.